Alors, voilà une étude, un rapport qui est très intéressant, qui est éclairant et qui va à rebours de tout ce qu'on peut entendre en général en matière de taxation des plus riches. Et en gros, c'est un rapport qui mesure les effets potentiels d'un retour de l'ISF sur les plus fortunés. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Bon, on n'est pas concerné parce que les très gros patrimoines, ça se compte, j'imagine, en centaines de millions, voire plus d'euros. Mais c'est ce que nous dit cette étude du Conseil d'analyse économique, organisme de recherche qui est indépendant, mais qui est rattaché à Matignon. Et c'est comme une surprise parce qu'on n'arrête pas de nous dire, François Bayrou, le premier, il y a encore quelques heures, que taxer davantage les plus riches, eh bien, ça les faisait fuir à l'étranger et quitter la France. Ce que nous dit ce rapport en filigrane, c'est qu'en cas de hausse des impôts sur le patrimoine, l'expatriation des plus fortunés resterait faible. Pardon, mais c'est inattendu. C'est le contraire de tout ce qu'on entend. Je suis d'accord David. C'est pas si inattendu. Le CAE avait fait une première étude sur le sujet il y a quelques années et ses conclusions allaient dans le même sens d'une expatriation réelle en cas de nouvelle imposition du patrimoine des plus aisés, mais modérée. Alors là, les chiffres, clairement, donc c'est vraiment, on parle de chiffres, enfin, on parle d'un mouvement modéré puisque l'augmentation des flux de départ nets de retour des hauts patrimoines concernés en 2013, donc en 2013, vous vous rappelez, c'était une nette hausse de la fiscalité du capital, a été de 0,04 à 0,09 points de pourcentage. Donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Il y a bien un mouvement de départ, enfin il y a bien eu en 2013, mais un mouvement modeste. Mais David, donc ça c'est clair, à l'époque, et évidemment, on a du mal évidemment à mesurer ces mouvements. Il y a eu pas mal de papiers, de reportages. D'ailleurs, j'en avais fait un sur les déménageurs à Bruxelles, le lycée de Londres qui se repeuplait de petits Parisiens. Donc il y avait eu un mouvement qu'on voyait, mais ces exemples qui permettaient de faire des papiers qui existaient, donc restent en fait epsilonesques quand on voit les chiffres. Mais ce à quoi il faut faire attention, David, c'est que là on parle donc de la hausse de la fiscalité en 2013, qui n'a rien à voir avec ce que serait la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, on parle d'une taxe de 2% minimum sur toutes les personnes qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Vous savez, elle est censée rapporter 100 milliards d'euros, évidemment. Enfin, 100 millions, on est déjà. 100 millions, pardon. Oui, elle est censée elle est Non, la taxe censée. Zuckman est censée rapporter 15 milliards. C'est ce que dit en tout Oui, cas oui, ouais, entre le 15 PS. et 20 milliards. Ouais. Et elle est. Donc, l'étude ne se projette pas sur la taxe Zuckman. Vous avez Donc, raison, l'étude. et les analystes, enfin les chercheurs du CAE ont regardé deux chocs fiscaux, l'un à la hausse sous François Hollande et l'autre à la baisse sous Emmanuel Macron en 2017. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, vous avez raison, que la taxe Zuckman, Oui, si tant est qu'elle voilà, soit un ces deux jour chocs appliquée, parce fiscaux. qu'on dit qu'elle n'est pas constitutionnelle en plus. Donc, Voilà, les deux chocs fiscaux ont provoqué des mouvements très modérés. Et vous avez raison, David. Dans l'opinion commune, il y avait eu des mouvements forts et il y a eu beaucoup, en effet, de papiers sur le sujet. Donc, c'est une surprise de voir que les mouvements étaient très modérés. Mais attention, n'en déduisons pas que la taxe Zuckman n'aura aucun effet. Parce qu'on ne parle pas du tout des mêmes montants, hein. Donc, et puis oui, ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'étude du CAE, elle est aussi très large. Elle montre bien euh, que les plus riches auront aussi d'autres stratégies en cas d'augmentation de leur impôt. L'exil est évidemment une possibilité, mais il y a aussi beaucoup de stratégies d'évitement. Et il y a notamment ici une étude scandinave qui est assez intéressante sur les stratégies d'optimisation, donc qui montre, cette étude, que si pour une hausse d'1 euro de fiscalité, donc vous avez 20 centimes qui s'évaporent du fait de l'impact direct des mesures sur l'économie, et 50 centimes disparaissent par la mise en place de stratégies de contournement. Donc on ça veut voit en dire fait quoi? Donc ça veut évidemment dire que l'optimisation fiscale, quelque part, fait plus mal aux recettes fiscales qu'un potentiel oui, départ à l'étranger des plus riches. tout à fait. C'est pour dire que le sujet est quand même plus complexe. Oui, le départ à l'étranger, évidemment, c'est très choquant, parce que vous vous dites, en plus, a priori, si on parle d'un entrepreneur, il va partir avec le siège social de son entreprise. Et puis c'est un mouvement quand même très marquant de se dire qu'il va y avoir un niveau d'impôt tel que des citoyens vont choisir de quitter le pays. Mais d'un point de vue économique, c'est comme ce qui nous intéresse là. Cette étude scandinave est quand même très intéressante parce qu'elle démontre que le choc le plus fort, c'est ces stratégies d'optimisation fiscale. Et qu'est-ce que c'est ça qu'on demande aux chefs d'entreprise? C'est le fait, ça, par exemple, de plus payer de dividendes pendant quelques années en attendant. Du coup, vous décalez autant de possibilités
de consommation, de payer des impôts. Donc il y a mille et une façons qui sont tout à fait légales. Quand vous avez trop d'impôts, bah, de mettre un peu en veilleuse votre activité, vous renoncez à des acquisitions, vous attendez de voir pour vous projeter, pour faire des plans. Et ça, c'est une manière aussi Mm. qui a un impact direct sur les finances publiques et sur l'économie de manière générale. Et puis je voyais il y a un économiste de Berkeley français, Antoine Lévy, qui a aussi réagi hier. Et lui, à partir de l'étude du CAE, il démontrait qu'en fait, il y a un impact très fort sur l'impôt sur le revenu qui serait de 30 milliards d'euros. Donc lui, il disait, en fait, c'est encore bien, en cas de taxe Zuckman, il refaisait les calculs, je le cite, hein, parce que je n'ai pas refait les calculs derrière lui, mais bon, il m'a l'air tout à fait compétent. Donc, De manque à on voit gagner, 30 milliards de quoi? De manque à gagner? voilà, tout à fait. Du fait que de ces potentiels à exil fiscal, de réduction d'activité. Donc, on voit que les effets, c'est vraiment multifactoriel. Évidemment, l'exil, c'est très marquant. Et puis, bon, c'est un pied de nez à François Bayrou, en effet, qui était venu à la télévision expliquer avec tout son bon sens et sa tranquillité de dire que c'était une hérésie, la taxe Zuckman, que les riches partiraient. Donc évidemment, l'étude qui arrive le lendemain, bah, évidemment, c'est difficile. C'est difficile pour lui et c'est bien normal, toutes les oppositions se sont engouffrées. Mais il faut quand même voir ce qu'il y a dans l'étude derrière, derrière ces unes. C'est beaucoup plus complexe. Il y a de nombreux facteurs. Hmm. Donc la fiscalité du capital est un facteur, mais ce n'est pas le seul qui peut jouer sur un potentiel départ à l'étranger de nos fortunes. Est-ce qu'on peut en déduire que finalement les plus fortunés sont moins mobiles que ce qu'on aurait pu imaginer? Mais c'est ce que l'étude montre aussi, qu'en fait, les plus fortunés sont moins, en termes de patrimoine, hein, on parle toujours de patrimoine, hein, pas de revenus, sont moins mobiles que l'ensemble des Français, ce qui peut paraître un peu étonnant. Et Et notamment en des plus même hauts temps, revenus, pour le coup. oui, les plus hauts revenus, et même de la moyenne. Et ce qui peut s'expliquer aussi, en effet, si vous avez ce patrimoine, peut-être que vous avez un enracinement plus fort, d'une manière ou d'une autre, évidemment, si vous êtes patron d'une grosse PME, que vous détenez, ça va être très compliqué de partir du jour au lendemain. Donc il y a des sujets, voilà, il y a quand même des cordes de rappel très fortes pour les hauts patrimoines. Bon, donc on se dit quoi? On se dit qu'un retour de l'ISF, si un gouvernement devait être avec des socialistes, à voir si les républicains suivraient, mais s'il y avait un retour de l'ISF, potentiellement, on peut craindre ou pas un exode massif des plus riches Non, à la lumière de tout ça, ce je qu'on pense que s'est dit là? l'étude le montre bien. Ce n'est pas une question de massif qui compte pour l'économie, mais par contre, vous avez énormément d'effets secondaires sur la fiscalité. Mais Ah, l'exode, c'est pas. Non, en effet, l'exode n'est pas le bon argument, a priori, si on suit cette étude. Anne, vous venez de publier un livre, un ouvrage, Tout l'or du monde, de l'Antiquité à nos jours. Les écrivains racontent l'économie aux éditions des Ouais. presses de la Cité. C'est intéressant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que vient faire la littérature là-dedans? Comment la littérature peut nous éclairer, nous faire comprendre, nous faire appréhender les sujets économiques? C'est ça tout l'objet du livre. Et certains se diront, mais dans le fond, qu'est-ce qu'un écrivain connaît l'économie? À tort d'ailleurs, hein. Ouais, mais ce qui est intéressant, David, bah, pour rebondir sur le sujet dont on venait de parler, c'est question, par exemple, de l'exode fiscal. Vous êtes français, vous avez fondé votre entreprise, votre famille est en France. Est-ce que vous allez partir pour diminuer vos impôts? Bah, c'est des questions très humaines de choix. Et les écrivains, justement, par leur sensibilité, leur questionnement sur la condition humaine, nous apprennent beaucoup, je trouve, sur la manière dont les hommes réagissent aux mécanismes capitalistes. Et donc depuis le 19e et aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup l'économie, mais avant tout comme dans sa dimension sociale et historique. Et les écrivains, je trouve leur regard, qui est évidemment moins technique d'une note du CAE, mais ils apportent vraiment ce décalage qui permet de mettre en perspective l'économie et la manière dont elle façonne la société. Et puis chacun de nous. Moi, depuis toujours, je suis très intéressée de voir la manière dont les écrivains parlent d'économie. Et j'ai eu envie justement d'écrire ce livre pour recenser, montrer comment l'économie évolue dans leur regard au fil des Hmm. siècles. Les questions économiques, vous parlez Anne du 19e siècle, elles datent de ce moment-là ou ça a commencé avant, honnêtement? Ah non, on voit les questions économiques. En fait, vous savez, c'est Zola qui dit qu'il y a deux leviers qui font avancer les hommes, l'amour et l'argent. Donc, l'argent, on en parle depuis qu'il existe des textes où on parle d'argent, donc d'économie. Bah, la Bible est truffée d'allusions aux questions d'argent et d'économie. Les grands textes de l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée. Vous savez, le Satyricon de Pétrone est très amusant. Là, vous avez vraiment décrit, donc on connaît par le film de Fellini les grandes scènes un peu orgiaques. Mais derrière ça, c'est avant tout c'est la description de la première bourgeoisie de l'histoire. Donc, non, non, l'économie est partout.
Mais évidemment, le capitalisme commence au moment de la naissance du capitalisme, donc plutôt début 19e. Bon, les grands écrivains, est-ce qu'ils n'ont pas une tendance à porter un regard, pas caricatural, mais peut-être plus sombre sur l'argent, en tout cas toutes les folies, les frasques liées à ceux qui ont beaucoup d'argent? Bah, je pense que les grands écrivains, ils ont un regard sans doute en effet un peu conservateur, parce qu'ils se sentent peut-être une mission de, de faire vraiment de faire une mission enfin, une sensibilité justement à la manière dont la nature humaine peut évoluer. Et au moment de l'émergence du capitalisme, c'est intéressant de voir quelqu'un comme Stendhal, par exemple, qui s'interroge très franchement, et c'est une réflexion tout à fait profonde sur cette nouvelle logique de l'intérêt. Et il se demande si ça ne va pas altérer la capacité des hommes à aimer. Et on voit qu'aujourd'hui, vous voyez, avec l'intelligence artificielle, notre dépendance de plus en plus grande à la technique, bah, ces interrogations reviennent. Donc oui, les écrivains sont parfois un peu extrêmes sur leur regard sur l'économie, et bah, sans doute ils sont vraiment habités par c'est une tension éthique de voir vraiment comment notre environnement matériel nous façonne ou pas. Voilà, livre original signé Anne de Guigné, Tout l'or du monde aux éditions Presse de la Cité. Merci Anne. Merci David. Anne de Guigné, donc, qui est éditorialiste au Figaro. Merci, à bientôt. Merci.